Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle analyse en profondeur. Imaginons à l'instant la scène. On est en pleine période glaciaire, il y a environ 40 000 ans. Et là, Et il fait un froid absolument mordant, j'imagine. ouais, glacial. On se trouve dans une grotte, dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Allemagne. Et là, à la lumière tremblotante d'un feu de camp, une personne tient un petit morceau d'ivoire de mammouth dans sa main. Un matériau super dur à travailler en plus. Exactement. Et avec un simple éclat de silex, cette personne y grave très minutieusement une série de minuscules croix. Et le truc, c'est que pendant très longtemps, face à ce genre d'artefact, on se disait, c'est juste de la décoration, quelqu'un qui passait le temps au coin du feu, quoi. C'est ça. Mais aujourd'hui, la science nous pousse à regarder ces petites encoches d'une toute autre manière. Notre exploration d'aujourd'hui se concentre sur une étude fascinante de 2026. Une étude publiée dans la célèbre revue PNES par les chercheurs Christian Benz et Ewa Dudkiewicz. Voilà. Et leur objectif, franchement, il est d'une ambition folle. Ils ont carrément décidé de passer ces marques préhistoriques au crible d'algorithmes mathématiques très modernes. Tout ça pour répondre à une question fondamentale. Est-ce que les premiers humains modernes arrivés en Europe avaient déjà inventé un système de communication conventionnel? Et ça a des dizaines de milliers d'années, bien avant l'invention de l'écriture. On a tous l'habitude de stocker nos informations dans nos téléphones ou sur le cloud aujourd'hui. Mais cette pratique a peut-être commencé à l'ère paléolithique. Bon, décortiquons un peu tout ça. Je suis prête. L'approche de cette étude tranche vraiment avec ce qu'on a pu faire par le passé. Souvent, face à l'art préhistorique, on a tendance à l'interpréter. À chercher du sens spirituel un peu partout, non? Exactement. On regarde un signe géométrique et on essaye de deviner sa signification mystique. Mais Benz et Dudkiewicz, eux, ils posent d'emblée un cadre purement scientifique, très calme, très mesuré. Pas de spéculation magique donc? Non, pas du tout. Ils ont rassemblé un corpus extrêmement précis de plus de 200 objets mobiliers. Ce sont des objets découverts dans les grottes du Jura, Souabe, en Allemagne. D'accord. Et ces objets, ils portent des milliers de signes géométriques. Au lieu de faire des suppositions sur leur sens caché, les chercheurs ont appliqué des méthodes de linguistique computationnelle. Des mathématiques sur des vieux os, en gros. C'est un peu ça, oui. Ils mesurent les propriétés statistiques de ces séquences de signes pour voir si leur organisation révèle une structure logique. Une sorte de grammaire invisible, en fait. C'est l'application des algorithmes de classification modernes pour comprendre la cognition humaine d'il y a 40 millénaires. C'est brillant. Mais avant de parler d'algorithmes et de stats, faut qu'on comprenne concrètement le contexte. On se situe donc dans la période culturelle de l'Aurignaciens. Oui, ça nous place entre 43 000 et 34 000 ans avant notre ère. C'est une période clé, l'arrivée des premiers humains modernes en Europe. Et ces chasseurs-cueilleurs ne faisaient pas que survivre au froid, ils avaient une production d'objets mobiliers incroyable. Une vraie richesse culturelle, matérielle. On a retrouvé des outils en os, mais aussi des flûtes, ce qui prouve l'existence de la musique à cette époque. Des flûtes taillées dans des os d'oiseaux. C'est fou. Et surtout, il y a ces superbes figurines en ivoire de mammouth, des petits chevaux sauvages, des lions des cavernes. Et la fameuse figurine de l'Adorant, cet hybride mi-homme, mi-lion. Ouais, cette pièce est incroyable. Mais ce qui est fascinant, c'est la taille de ces objets. Ils sont tout petits, ils tiennent dans la main. Moi, ça me fait penser à des post-it du paléolithique ou des sortes de clés USB en ivoire. C'est une excellente métaphore. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il s'agit d'art mobile. Contrairement aux grandes fresques peintes sur les parois des grottes, qui sont figées dans un lieu précis, ces objets étaient conçus pour voyager. Ah oui, c'est des groupes nomades. Faut que ça rentre dans la poche, si je puis dire. C'est exactement ça. Et fabriquer ces figurines demandait un temps colossal. L'ivoire de mammouth, c'est extrêmement dur. Le travailler avec des outils en pierre, c'est une vraie prouesse. J'imagine. Et pourtant, sur ces petites surfaces déjà complexes à sculpter, ces individus ont pris le temps d'ajouter des marques intentionnelles. Des croix, des lignes, des points, des zigzags. Ce n'est pas utilitaire du tout. Alors là, mon côté sceptique se réveille. On parle d'objets qu'on traînait dans la Terre pendant 40 000 ans. Comment les chercheurs peuvent être sûrs que ces marques sont intentionnelles? C'est une vraie question. Bah oui, si je découpe un bout de viande avec un silex et que je dérape sur l'os, ça fait une rayure. Comment on différencie un accident de boucherie d'une croix purement abstraite? C'est la première étape indispensable de l'étude. Et c'est là que les analyses microscopiques entrent en jeu. Ils utilisent une définition stricte d'un signe non utilitaire. Et concrètement, sous le microscope, ça donne quoi? C'est flagrant. Quand un outil dérape pendant la découpe, ça laisse une trace superficielle. Le fond de la rayure est en forme de V asymétrique parce que la pression de la main n'est pas constante.
D'accord, c'est un geste incontrôlé. Voilà. En revanche, pour faire une croix ou un motif en zigzag sur ces figurines, le sculpteur devait repasser plusieurs fois exactement dans le même sillon. Sous le microscope, on voit des incisions profondes, régulières. Ah, on voit la répétition du geste. Oui, avec des points de départ et d'arrêt très nets. Ça demande une pression contrôlée et une maîtrise totale. Les chercheurs ont aussi exclu toutes les encoches pratiques, genre celles faites pour faire tenir une cordelette sur une lance. Donc le doute n'est pas permis, c'est de l'intention pure. On a des humains qui, il y a 40 000 ans, décident d'aligner des symboles abstraits. Alors forcément, la question brûlante qui vient à l'esprit, c'est de savoir si c'est le tout premier alphabet d'humanité. C'est le grand fantasme archéologique, oui. Ben c'est tentant. Donc pour le savoir, ils ont fait passer un test statistique rigoureux à ces signes. Absolument. L'étude a comparé l'empreinte statistique de ces signes à deux bases de données très importantes. La première, c'est l'échantillon TEDI. Te avec 2D, c'est quoi exactement? C'est une base qui regroupe 89 langues modernes écrites à travers 16 scripts différents. L'alphabet latin, l'arabe, le cyrillique, tout y est. Ça donne la signature mathématique d'une vraie écriture moderne qui représente la parole. Et la deuxième base de données? Ce sont les tablettes proto-cunéiformes de Mésopotamie, plus précisément les périodes Uruk-V, IV et III. Uruk, on est aux alentours de 3500 avant Jésus-Christ, c'est bien ça? C'est ça, c'est le tout début de l'écriture en Irak actuel. Et pour comparer ces trois groupes, l'Aurignacien, Uruk et les langues modernes, les algorithmes ont calculé deux choses, l'entropie et le taux de répétition. L'entropie, c'est la diversité des signes, non? Exactement. L'écriture moderne, pour retranscrire tous les sons de la voix, a besoin de beaucoup de lettres différentes. Elle a donc une haute entropie. Et elle a un très faible taux de répétition. Bah oui, on écrit presque jamais la même lettre 6 fois de suite. Ça n'existe pas des mots avec B, 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 B. Voilà. Or, les signes aurignaciens, eux, ont un fort taux de répétition et une très faible entropie. On a souvent la même encoche répétée 10 fois. Donc, le verdict de l'algorithme est clair. Ce n'est pas de l'écriture au sens strict. Ça ne représente pas la langue parlée. Voici où cela devient vraiment intéressant. Parce que là, on pourrait se dire, oh, c'est décevant, ce n'est pas un alphabet, est-ce que ce sont juste des gribouillages préhistoriques sans véritable importance, alors... Ah non, détrompez-vous. Au contraire. C'est là qu'il faut regarder la comparaison avec la deuxième base de données. L'empreinte statistique des signes aurignaciens correspond très exactement à celle de la période Uruk V. Attendez, les Mésopotamiens de 3500 avant notre ère, Oui. Et que faisaient les Mésopotamiens à Uruk V? Ils n'écrivaient pas de la poésie, ils faisaient de la comptabilité. Ils faisaient des marques pour compter des moutons ou des jarres de bière. d'accord, donc c'était un système de mémoire. Tout à fait. C'est un système de mémoire artificielle. Il est doté d'une capacité d'encodage d'informations similaire à Uruk-V, sauf que les humains du Jurassique l'ont créé 30 000 ans avant les Mésopotamiens. C'est vertigineux quand on y pense. Sachant qu'il s'agit d'un véritable système de transmission d'informations, la vraie question, c'est de savoir s'il y avait des règles d'utilisation. Ou est-ce que chacun gravait ses petits points au hasard dans son coin? Et c'est là que l'étude déploie des modèles de régression multiples Oula, des termes techniques, là. de signes. Ils ont découvert que la densité d'informations varie selon le type d'objet. Par exemple, les figurines en ivoire ont une densité d'informations supérieure de 15% par rapport aux simples outils. Donc l'objet sacré ou artistique porte un message plus dense que l'objet du quotidien. C'est logique. Mais le plus fou, ce sont les règles d'utilisation des signes eux-mêmes. Des règles hyper strictes. Par exemple, les chercheurs ont remarqué que les croix apparaissent très fréquemment sur les chevaux, sur les mammouths et même sur les outils. D'accord? Mais on ne trouve jamais, au grand jamais, de croix sur les figurines représentant des humains. Jamais. Jamais. Et à l'inverse, les petits points creusés, eux, se trouvent souvent sur les figures humaines et sur les félins, mais jamais sur les outils. Ah ouais, c'est dingue. Ça me fait penser à une sorte d'écosystème d'applications, vous savez, sur nos téléphones. Comment ça? Bah, imaginez que vous essayez d'installer un logiciel précis sur un certain modèle de téléphone, et le système bloque. L'application Croix ne peut être installée que sur l'appareil cheval, ou outil. Elle est incompatible avec l'appareil humain. C'est une super métaphore. Ça prouve qu'il y avait un vrai mode d'emploi. Rien n'empêchait physiquement le graveur de faire une croix sur un humain. C'était de l'ivoire dans les deux cas. C'est une contrainte purement mentale, culturelle. Des règles précises étaient enseignées d'une génération à l'autre. C'est en plein dans le mille.
Si l'on relie cela à une perspective plus large, pour maintenir une telle cohérence sur des objets retrouvés dans plusieurs grottes différentes, il fallait obligatoirement un transfert de connaissances intentionnel. Des professeurs et des élèves au Paléolithique, en somme? Exactement. Des individus apprenaient à d'autres individus que le point va avec l'humain, mais pas la croix. C'est la définition même d'un système conventionnel partagé par une société. Alors là, on arrive à ce que je trouve être le plus grand mystère de cette histoire. On a ce système de communication très sophistiqué, il est enseigné, il est respecté, mais que s'est-il passé ensuite? Je veux dire, pourquoi on n'a pas aujourd'hui de gros romans écrits en langue orianicienne? C'est le fameux paradoxe de la stagnation. Regardez le contraste temporel. En Mésopotamie, le proto-cunéiforme d'Uruk-V a évolué vers une écriture complète et hyper complexe en seulement 1000 ans environ. 1000 ans, c'est très rapide à l'échelle de l'histoire humaine. Très rapide. Poussé par les besoins économiques, l'invention de l'agriculture, le commerce, la création d'une classe de scribes pour gérer les impôts. D'accord, le système devait s'adapter à une société qui devenait massive. Mais dans le Jura souabe, il s'est passé quoi? Eh bien, la densité d'information des signes aurignaciens, elle, est restée absolument stable, figée. Et ce, pendant 10 000 ans, jusqu'à ce qu'elle finisse par disparaître. 10 000 ans sans la moindre mise à jour du système? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Est-ce qu'il y a eu un manque d'innovation, une sorte de blocage intellectuel de la part de ces chasseurs-cueilleurs? Cela soulève une question importante sur la façon dont on juge le progrès. Ce n'est absolument pas une question d'intelligence ou de capacité. L'étude le prouve, statistiquement, ils avaient la même capacité d'information que les scribes du Uruk-V. Les cerveaux fonctionnaient de la même manière. Tout à fait. C'est uniquement une question de besoin sociétal. Une société de chasseurs-cueilleurs nomades n'avait pas besoin de gérer des inventaires géants de milliers de sacs de grains, ni de lever des impôts sur des villes entières. Oui, ils avaient besoin de savoir où étaient les troupeaux, pas de faire de la paperasse fiscale. C'est ça. Leur système symbolique de croix et de points n'était pas bloqué ou primitif. Il était en réalité parfaitement adapté à leur mode de vie. Et il a fonctionné sans aucun bug pendant 10 millénaires. C'est le rêve de tout développeur informatique, un système qui tourne sans faille pendant 10 000 ans. C'est clair. On est tellement obnubilé par l'idée que toute technologie doit forcément se complexifier ou mener à notre propre monde moderne, mais pour eux, le système avait atteint la perfection pour leurs besoins. C'est une conclusion vraiment puissante pour clore cette analyse. Ça nous montre que l'externalisation de la mémoire, ce besoin viscéral de stocker de l'information hors de notre propre cerveau biologique, c'est pas du tout un sous-produit récent de nos civilisations agricoles ou industrielles. Pas du tout, c'est une caractéristique fondamentale de l'évolution cognitive humaine. Et ça remonte à au moins 400 siècles. Ce que je trouve aussi vertigineux, c'est cette pensée que je vous laisse à méditer. On vient de voir avec cette étude qu'un système de communication extrêmement complexe, bourré de règles et parfaitement fonctionnel, peut exister et servir toute une culture pendant 10 000 ans. Une éternité à notre échelle. Ouais, une éternité, pour finalement s'évaporer totalement de la surface du globe, sans jamais devenir une véritable langue écrite, sans laisser le moindre manuel d'instruction. C'est vrai que ça laissait réfléchir. Ça pousse à se demander, quels sont les systèmes d'information, les langages informatiques ou même les conventions numériques qu'on utilise de manière complètement universelle aujourd'hui, qui sont parfaitement adaptés à notre époque, mais qui pourraient très bien disparaître demain. Disparaître sans laisser la moindre pierre de rosette, pour que les générations futures puissent les décoder. C'est sur cette idée que s'achève notre décryptage du jour. Gardez l'œil ouvert et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.